Bonjour, voici John. John est heureux parce qu'il est américain. John habite en Floride, il a d'excellents résultats dans son lycée, et comme de nombreux lycéens qui préparent un dossier pour rentrer dans les plus prestigieuses universités, il va passer des tests, notamment le test SAT pour Scholarship Assessment Test. Quel accent n'est-il pas? Il obtient à ce test un très bon résultat de 1590 points sur 1600. Autant dire que son prof principal n'est pas très inquiet quant à son avenir. John postule donc dans les plus grandes universités américaines, Harvard, Princeton, le MIT, toutes ces universités dont vous avez même entendu parler dans les séries télé, et qui prennent avec des résultats bien inférieurs. Pourtant, John va essuyer refus sur refus. Si vous le voulez bien, observons ce graphique. Il vous montre, parmi les étudiants qui ont été admis dans certaines universités américaines, le pourcentage de personnes typées asiatiques, et ce, de 1990 à 2011. Les courbes de Harvard, Yale, Brown stagnent, et même se rejoignent de manière très harmonieuse. Oh, comme c'est inopiné! Il y a pourtant une exception, qui a été mise volontairement ici pour comparer avec les autres. Lorsqu'on regarde la courbe de Caltech, une université californienne de technologie, eh bien, les effectifs d'asiatiques ne cessent de croître. Pour ceux qui connaissent déjà le problème, oui, je vais parler de l'histoire de ce type qui a voulu rentrer dans une école de médecine sans avoir le niveau. Vous n'êtes pas prêt, et je vous assure, vous n'êtes pas prêt. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Vous vous rappelez des mots manspreading, menterrupting et compagnie qui sont arrivés en France les uns après les autres, et puis on s'est mis à parler de mâle blanc de manière de plus en plus courante et à faire des hiérarchies par-ci par-là, au point de provoquer des divisions dans la société française. Eh bien, tout cela, j'aurais pu l'écrire sur une enveloppe et, tel un magicien, ouvrir cette enveloppe avec tous les nouveaux termes et toutes les nouvelles idées américaines qui sont arrivées en France. Pourquoi? Parce que j'ai ce super pouvoir de parler et de comprendre l'anglais. Et donc, à une autre époque, les gens comme moi, qui savaient ce qu'il se passait aux États-Unis, tentaient de prévenir leur entourage en France. Et on ne nous croyait pas. Ce qui est normal, c'est tellement délirant, toutes ces histoires, que les gens ne peuvent pas y croire spontanément. Les choses ont changé. Et je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme sur ce qui risque de nous tomber sur le coin de la figure. Parmi des idées que je considère comme délirantes et dangereuses pour la société française, qui sont importées, répliquées comme des slogans et qui viennent des États-Unis, il en est une qui m'inquiète particulièrement. En effet, certains extrémistes, au lieu de se battre pour que tous sur le territoire français aient accès à une bonne éducation et qu'ils puissent aller vers la filière qui l'intéresse, que ce soit les études supérieures ou très simplement des CAP, des études dans l'artisanat qui sont tout aussi bonnes, eh bien ces gens-là veulent copier les États-Unis pour sélectionner les entrées à l'université selon le phénotype. Je déteste ce terme, enfin je déteste employer ce terme scientifique ici, mais j'y suis contraint pour éviter de parler d'autre chose. Pour ma part, je me moque bien de savoir si mon médecin ou mon boulanger ont telle ou telle origine, seule la qualité du geste compte, et j'aimerais que cela dure. C'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme pour que nous prenions d'ores et déjà nos défenses. J'en profite pour vous convier à vous inscrire sur la chaîne, que dis-je, à vous abonner sur la chaîne et à me suivre sur mes différents réseaux car cela m'aide énormément. Revenons à notre cher John qui pense avoir identifié le problème. En effet, notre cher ami porte pour nom de famille Wang. Il décide donc d'attaquer en justice Harvard. Et ce n'est pas la première fois. Il va être épaulé par des associations qui estiment qu'il y a effectivement discrimination à l'entrée de certaines universités concernant les Asiatiques. En face d'eux se trouvent les partisans de l'affirmative action qui veulent privilégier à l'entrée dans les universités certaines minorités hispaniques et noires au nom d'une justice sociale. Il faut savoir que d'autres plaintes du même type ont été déposées jusque-là et qu'à chaque fois elles ont été démontées par la Cour suprême jusqu'à hier, je l'ai découvert par hasard alors que je préparais cette vidéo, la Cour suprême a pour la première fois statué en faveur de ceux qui déposaient plainte, de ceux qui accusait l'université de Harvard et une université de Caroline
du Nord de défavoriser les Asiatiques. Prenons les choses dans l'ordre. Pourquoi les Asiatiques réussissent-ils mieux que les autres, en tout cas aux États-Unis? Je ne prétends pas que les Chinois du Japon soient des professionnels des mathématiques, de l'origami et du karaté dès la naissance. C'est pas l'idée, je ne cherche pas à poser des préjugés. Mais les statistiques démontrent que, globalement, les Asiatiques sont plus à l'aise en milieu scolaire. C'est ce que montrent ces résultats du test SAT que vous pouvez voir ici. Les Asiatiques obtiennent en moyenne un résultat de 1229, tandis que la majorité des autres groupes ont un résultat inférieur à 1000, sauf pour les Blancs et ceux qui ont deux ascendances. Alors, pourquoi une meilleure réussite des Asiatiques? Je vous en donnerai 3 principes, même s'il y en a bien d'autres. Le premier principe, c'est que, pour des parents, la génération suivante doit impérativement se trouver en meilleure posture qu'eux-mêmes. Les parents asiatiques vont donner tout l'investissement possible en temps et en argent pour que leurs enfants s'en sortent mieux qu'eux. C'est particulièrement le cas dans l'immigration. À titre d'exemple, l'élite du pays où j'arrive fait pratiquer des leçons de piano à ses enfants, eh bien je vais faire des heures supplémentaires pour payer ces leçons aux miens. Le système scolaire du pays où je suis est-il défaillant? Je travaillerai de nuit pour avoir un salaire supplémentaire et ainsi payer à mes enfants une école le week-end. C'est d'ailleurs un grand marché dans les quartiers asiatiques américains. Ensuite, et globalement, l'enseignement dans les pays asiatiques a conservé des aspects que nous avons complètement perdus. Par exemple, le par cœur a demeuré. Le par cœur qui vous donne toutes les références vous permettant de vous défendre et de mieux comprendre des situations inédites. Ou encore, le professeur a conservé son autorité, même si tout cela est en train, comme en Europe occidentale, de se dégrader, les choses restent bien plus efficaces que chez nous. Enfin, il y a un aspect culturel qui a tendance à nous échapper. Le rapport qu'ont certaines populations asiatiques au monde, un rapport qui contient, je dirais, des traits méditatifs. Les choses ne sont pas faciles ou difficiles. La réalité est simple, et lorsque vous faites face à un problème ou à quelque chose qui vous paraît complexe de manière générale, si cela vous paraît complexe, c'est parce que vous n'avez pas passé de temps à faire l'analyse. Et plus vous analysez, plus vous comprenez, plus vous vous laissez absorber finalement par l'objet que vous étudiez, et plus vous acceptez la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire simple. Je ne suis pas en train d'idéaliser les principes d'éducation qui sont fondateurs en Extrême-Orient. On connaît les limites de leur système scolaire, on sait quelle pression terrible peut peser sur les élèves et les étudiants, notamment au Japon et en Corée. Je dis que des jeunes qui sont éduqués selon ces principes et qui arrivent dans un pays occidental où l'on a saccagé l'éducation, ces jeunes-là forcément réussissent mieux que les autres. Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir les yeux bridés. Cela a à voir avec le fait que les parents se bougent les fesses et s'investissent énormément. Cela étant dit, entrons dans le détail du scandale. Pour pouvoir être admis à une université, pour postuler à une université, il faut passer plusieurs tests. On a parlé du test SAT déjà, qui consiste en 2 volets, un volet mathématique et un volet de littérature. C'est pas très compliqué, vous lisez un problème, vous lisez un texte et puis vous répondez, tout simplement. Vous serez noté sur 1600. Il faut exceller dans les 2 volets pour pouvoir passer. Il faut être très fort en mathématiques et en lettres, ce qui est un petit peu difficile pour les garçons qui ont tendance à se spécialiser, mais c'est une autre question, laissons-la de côté. On pourrait donc penser que cet examen, qui est quand même assez complexe et assez long, a une valeur majeure dans le dossier qui est préparé, sauf que... Regardons ce graphique ensemble. À gauche, vous avez une répartition des étudiants par phénotype, parmi ceux qui ont un score supérieur à 1400 points au test SAT. À droite, vous voyez la répartition de ceux qui sont acceptés à Harvard, Yale, Princeton, le MIT ou encore Stanford. Et la différence fait mal. 41% des lycéens qui ont 1400 points ou plus sont asiatiques. Mais dans l'université, au moment de l'admission,
ils ne sont plus que 28%. Concernant les blancs, ils vont passer de 46 à 39%. En revanche, concernant le dernier groupe, URM pour Underrepresented Minorities, c'est-à-dire les minorités sous-représentées, il passe de 13 à 33%. J'espère que vous avez une idée de la rivalité malsaine qui peut sortir de ce genre d'opération. Les Asiatiques ont fini forcément par se regrouper pour faire pression sur Harvard qui a fini par cracher le morceau. Et oui, effectivement, ils font du tri au faciès et au nom de famille. On va d'abord voir comment et ensuite quelles sont leurs justifications, ou leurs excuses selon moi. Comment la discrimination se pratique-t-elle ? C'est très simple, les résultats du test SAT sont modifiés en interne sans que les candidats ne le sachent. Sur cette prestigieuse université américaine, par rapport aux résultats des Blancs, en moyenne, les Asiatiques sont pénalisés de 140 points, les Hispaniques ont un bonus de 130 points, tandis que les Noirs ont un bonus de 310 points. Et ce qui est énorme, c'est que cette pratique se faisait dans le plus grand secret, notamment à Harvard, université qui a écrit sur son blason le mot latin veritas pour vérité. C'est génial. Mais on parle de gens qui donnent des leçons de morale à la terre entière, alors que je le rappelle, c'est et se doit rester un privilège français. Croyez-le ou non, le trucage des résultats en interne ne suffit pas. En plus de ce test, vous devez écrire une lettre de motivation. Jusqu'ici, tout va très bien. Et dans cette lettre de motivation, vous allez parler de vos qualités, de votre investissement dans le quartier, que sais-je encore. Bien évidemment, à partir de ce moment-là, le jugement se fait au doigt mouillé, voire est orienté. On reproche aux personnes asiatiques d'être toutes les mêmes. Mais vraiment, c'est ce qui est dit. Ils sont tous les mêmes. Il ne faut pas que votre profil apparaisse comme, je cite, trop asiatique. On en est au stade où des parents payent des coachs à leurs gamins pour leur expliquer comment écrire une lettre de motivation en paraissant moins asiatique. N'écris pas que tu prends des leçons de piano, par exemple. Dans la veine des systèmes vicieux qui rendent ou simplement attirent les gens vicieux, je vous présente Vijay, le moment que vous attendiez tous. Quel beau jeune homme n'est-il pas ? Vijay était un excellent élève lorsqu'il était enfant. Arrivé au lycée et à l'adolescence, il n'a plus rien branlé de ses journées jusqu'au jour où le rêve de devenir médecin s'est emparé de lui. C'est très bien, mais Vijay n'a pas pu rattraper son retard. Vijay voulait postuler dans des écoles de médecine. Seulement, comme il voyait que ses camarades avec de bien meilleurs dossiers étaient refusés, il a eu une idée lumineuse à 3 heures du matin, dans un restaurant de Chicago. Ça ne s'invente pas, c'est lui qui l'écrit. Et quelle fut cette idée ? Attention, regardez bien. Hein. Là, attention les yeux, hein. Là, c'est Vijay, au naturel. Et hop, hup, marbatruc. Là, c'est Vijay, qui est devenu noir. Ah, apparemment. Je ne suis pas assez les thèses de Gobineau pour pouvoir juger de cela, et en fait, je n'en ai rien à fiche. Évidemment, cela n'a pas duré. On a dévoilé le poteau rose. Ceci dit, l'histoire de Vijay a fait le tour des médias américains, ce qui a remis une pièce dans la machine polémique concernant la discrimination à l'entrée. Et ce coup-ci, c'était vraiment une pièce 24 carats en or. Passons à la dernière partie de la vidéo. Comment les autorités de Harvard et des autres universités justifient-elles cette discrimination ? Je pense que je vais vous mettre un paquet d'articles, malheureusement ils sont tous en anglais, en dessous de cette vidéo. Bon, globalement, ce qui se passe, c'est que les articles sont longs, ils mettent une éternité à accoucher, c'est une espèce de bouillasse rhétorique avec des excuses à la fin, ou bien, encore mieux, on part directement sur de la propagande, sur l'idée que toute critique est une récupération politique, que la discrimination, c'est les autres, etc. Je me suis tout de même permis de faire une petite liste des sophismes majeurs qui vont donc nous arriver pour que nous y soyons préparés. Premier sophisme, il faut favoriser la diversité afin de permettre des échanges variés et d'obtenir un groupe productif. Le problème ici, c'est
qu'on n'a pas de précision sur le nom de diversité. Si vous me parlez de diversité en termes d'expérience, en termes d'intelligence, j'ai envie de vous dire oui. Mais si vous me parlez de diversité en termes de couleur de peau et de forme du crâne, je suis un petit peu moins d'accord, forcément. L'idée, c'est qu'on sacrifie le mérite et l'effort personnel au profit d'une soi-disant émulation d'un groupe où tout le monde a en fait les mêmes idées politiques. Alors, c'est un petit peu ennuyeux parce qu'en fait, les jeunes qu'on propulse et qui n'avaient pas le niveau, eh bien, souvent, ces jeunes-là ne finissent pas leurs études précisément parce qu'ils n'avaient pas le niveau dès le départ. Second sophisme, il faut favoriser l'entrée de groupes qui n'y seraient jamais parvenus par eux-mêmes. Et moi, j'y vois un beau paradoxe, c'est-à-dire que le postulat de base, c'est qu'on considère que ces personnes ne seraient pas capables par elles-mêmes, par nature, d'atteindre l'université. Et c'est quand même gravissime. Eh bien oui, puisque à la base, on renonce à leur donner une belle éducation dès le départ et qu'on choisit uniquement des privilégiés. C'est donc que ces personnes sont incapables, logiquement. Troisième sophisme qui est lié au précédent, on combattrait par la discrimination d'inégalité des richesses. Effectivement, avoir un bon portefeuille aide à donner une bonne éducation à ses gamins. C'est le cas aux États-Unis comme en France. En plus, aux États-Unis, il faut payer les études des jeunes. Alors, vous allez me dire, c'est pareil ici, mais là-bas, c'est largement pire. La première cause d'entêtement aux USA vient de la dette que vous avez contractée pour faire vos études. Ça ne vient pas de l'immobilier. Et cela peut vous poursuivre une bonne partie de votre vie. Ces chers universitaires woke pourraient donc, dans leur logique, puisqu'ils sont tellement touchés par les questions de justice sociale, ils pourraient militer pour consolider le système scolaire auprès des populations les plus pauvres, peut-être? Je ne sais pas. Ou alors attendez, j'ai encore une meilleure idée. Peut-être pourraient-ils cesser de privilégier les étudiants dont les parents sont les bienfaiteurs, c'est-à-dire les grands donateurs de leurs universités, histoire de mettre en pratique ce qu'ils prônent, sait-on jamais. Vous me voyez venir à des kilomètres? Bien sûr que non. Un blanc ou un asiatique qui réussit est forcément plus riche que les autres, tandis qu'un hispanique ou un noir, même s'il est millionnaire, est une petite chose fragile, incapable de réussir par lui-même. C'est quand même beau. C'est-à-dire que là, on voile à peine le fait que pour eux, une réalité sociale tiendrait à des causes génétiques. Comment ça s'appelle déjà ce truc-là? Oh, je me rappelle plus, hein. Le plus ironique dans tout cela, c'est que, à l'heure actuelle, avec la discrimination, ce sont toujours les familles les plus riches qui atteignent Harvard, quelle que soit la couleur de peau des gens. Ça n'a strictement rien changé. On a affaire à une espèce de guerre à l'intérieur de la classe supérieure qui manipule les plus pauvres. On en est là. Allez, une dernière pépite pour la route et après j'arrête. Une récupération, bien évidemment. Les Asiatiques se sont organisés en des associations dont le mot d'ordre était Stop Asian Hate. Qu'on arrête la haine contre les Asiatiques. C'est ça l'idée, vous voyez parfois le hashtag sur les réseaux passer de temps en temps. Et que répondent ces universitaires à ces personnes qui sont typées et donc qu'ils ne peuvent pas refouler gratuitement? Eh bien que la discrimination contre les Asiatiques à l'entrée dans les universités, en fait, participe de la lutte contre la vraie discrimination qui est orchestrée par les Blancs, bien évidemment. Tout ne s'arrête qu'à cela, tout ne s'arrête qu'à ce bouc émissaire. Alors, ça n'a pas vraiment marché, hein. Grosso modo, vous prenez le complot juif et vous mettez ce que vous voulez à la place. Voilà comment ça marche. Les Asiatiques n'y ont pas cru, ils continuent de lutter. Leur but n'est pas de condamner les autres populations qui ont un type ou une couleur différente. Leur but, c'est simplement de mettre un terme à cette discrimination, ce qui est logique. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Si cela vous a plu, partagez ma vidéo, abonnez-vous et on se revoit la prochaine fois.